les mandats de GAEP, c'est vraiment de répondre aux questions des gens, de sensibiliser par rapport justement à ne pas nourrir les coyotes, peut-être tranquillement faire prendre conscience aux gens que la gestion des ordures ménagères, ça va être aussi un enjeu qui va avoir à être travaillé tranquillement. Le coyote, c'est un des canidés qu'on a ici au Québec. On observe ces animaux-là. En ce moment, on entend plus parler du coyote. Donc, comment le distinguer du renard? Généralement, il y a la couleur. Le renard va avoir une fourrure plus orangée, plus rousse, alors que le coyote va avoir une fourrure gris, peut avoir des couleurs dedans, du noir, il va avoir un peu de brun, de roux, mais moins complet là, que sur le renard. Alors, si on regarde le bout de la queue, le pinceau au bout de la queue du renard, celui-ci est très petit, mais ils ont souvent un gros pinceau blanc au bout de la queue, alors que le coyote a un pinceau plutôt noir au bout de la queue. C'est un peu la même chose avec les oreilles. Le renard va avoir du noir au bout des oreilles, alors que le coyote, ça va être plutôt brun, gris ou même pâle, plus pâle. Normalement, les coyotes sont très craintifs des gens. Même qu'en milieu urbain, en ville, les coyotes vont changer leur comportement. Ils vont être plus nocturnes qu'en milieu forestier ou à la campagne, où est-ce qu'ils peuvent sortir plus le jour. Mais en ville, ils sont plus nocturnes justement pour éviter la présence humaine. Mais si lors d'une sortie où un coyote est plus téméraire, a une récompense dans une poubelle, il va recommencer ce comportement-là. Et si lors de ces sorties-là, il croise des humains où il n'y a pas d'altercation, où l'humain ne semble pas être une menace pour lui, tranquillement, il se désensibilise à l'humain. La ligne InfoCoyote a deux fonctions principales, là, selon ma perspective. C'est qu'il y a vraiment la fonction de documentation. Donc, chaque signalement de coyote, chaque personne qui observe un coyote va nous dire où ça s'est passé, à quelle heure, comment ça s'est passé, c'est quoi l'histoire de cette rencontre-là. Donc, ça peut aller d'une simple observation d'un coyote qui marchait sur la rue et qui a rencontré absolument personne, même des fois en auto, jusqu'à une altercation entre un citoyen et un coyote, puis tout ce qui est entre les deux. Donc, nous, on code chacun de ces comportements-là pour vraiment... ça peut nous donner une idée sur la population, donc le nombre d'individus, sur le comportement des individus, pour avoir une idée aussi du nombre d'individus qui ont des comportements atypiques. Le deuxième volet, évidemment, il y a tout ce qui est éducation, sensibilisation. Beaucoup de gens nous appellent pour nous poser des questions, pour savoir quoi faire en cas de rencontre de façon plus détaillée. Ils veulent discuter de leur situation, eux, de la façon que ça se passe dans leur quotidien. Et nous, on leur donne le plus d'astuces et d'outils possibles pour que les gens continuent à sortir dans les parcs. Il y a beaucoup de travail qui est fait dans l'ombre. En ce moment, on travaille avec des chercheurs universitaires. La ligne InfoCoyote aussi existe depuis le mois d'avril et on recueille beaucoup de données et les données sont très importantes. On travaille vraiment là, sur des bases scientifiques avec des données et ce qu'on est en train de monter comme plan, c'est qu'on est capable de suivre le niveau de risque. Avec les chercheurs, justement, on a travaillé plutôt sur l'analyse des comportements des coyotes pour l'instant, pour catégoriser justement les signalements qu'on recevait à la ligne InfoCoyote, parce que des fois, on peut dire, waouh, il y en a eu 374. Soit, mais la majorité d'entre ceux-là, c'est quelqu'un qui a aperçu un coyote qui s'en allait justement et qui avait peur de l'humain. Donc ça, c'est un comportement finalement adéquats et d'autres comportements qui sont moins, c'est pour ça qu'on arrive à les noter. En fait, on a pris les meilleures pratiques de partout en Amérique du Nord, c'est-à-dire les coyotes, on ne peut pas les attraper et les relocaliser. Ce n'est pas possible parce que déjà les attraper, c'est très difficile. On ne peut pas juste tous les tuer non plus. Et aussi, si on les attrape et on les relocalise, en fait, ils vont mourir. Parce qu'un coyote urbain est habitué de vivre dans son milieu. Si on l'amène, par exemple, dans la forêt, déjà, les autres coyotes ne vont pas les accepter. Puis en plus, ils n'ont pas les mécanismes, ils ne savent pas vivre, en fait, eux, en forêt. Le temps de s'adapter, ils seraient morts. Vaut mieux savoir quoi faire avant de rencontrer un coyote. Donc, GAEP, là, j'ai perdu le compte parce qu'il y en a tellement, mais GAEP a rencontré des dizaines et des dizaines de classes d'écoles primaires pour expliquer aux enfants ce qu'est le coyote et comment agir aussi. GAEP a fait encore des dizaines de kiosques depuis plus d'un an là, dans des parcs à différents moments avec des adultes pour expliquer encore là comment réagir quand on voit un coyote. Qu'est-ce qui explique qu'à partir de 2017, on a commencé à avoir des interactions avec les coyotes? Il y a plusieurs hypothèses, mais aucune hypothèse n'est privilégiée en ce moment par les spécialistes. Donc, ils ne se prononcent pas.
Et ce qu'ils disent, c'est que on ne sait pas exactement pourquoi on a commencé à avoir des interactions en 2017, mais au lieu d'essayer de trouver pourquoi c'est arrivé en 2017, l'objectif est de faire en sorte de travailler pour que ça n'arrive plus, surtout les interactions quand on parle de morsures et tout ça. Donc, l'accent est mis vraiment sur le présent. Au Québec, on est, oui, dans les premiers, parce que, justement, on travaille avec des chercheurs qui sont basés à Rimouski. Et quand ils ont reçu le mandat de la Ville de Montréal, ils étaient très heureux de travailler sur le coyote urbain parce qu'au Québec, ça n'avait jamais été fait.